cette Commission européenne comporte 37 385 fonctionnaires. Un quart de ces fonctionnaires gagnent plus de 10 000 euros par mois. Nous avons donc affaire à une structure qui est extrêmement consommatrice de fonds publics. C'est quand même rare de trouver une structure publique où un quart des fonctionnaires gagnent plus de 10 000 euros par mois. Il y a 214 fonctionnaires qui gagnent entre 15 et 18 000 euros par mois, soit autant qu'Angela Merkel. Le coût approximatif de la Commission européenne, selon le Financial Times Deutschland, c'est quand même de 1 milliard d'euros chaque année. Les fonctionnaires européens de nationalité française sont exonérés chez nous de l'impôt sur le revenu. La diplomatie européenne n'existait pas jusqu'à il y a encore disons une dizaine d'années. Elle a été créée par le traité de Maastricht en 1992. Cette diplomatie européenne occupe 8000 personnes et coûte 8 milliards d'euros par an. Parmi les frais de fonctionnement qui sont utilisés, j'en vais en citer quelques-uns pour que vous voyez un petit peu le genre. Ça, c'est à Luxembourg. L'Union européenne, en 2009, a acheté un immeuble pour 5 100 000 euros afin d'y loger le foyer européen. C'est un immeuble qui abrite le cercle culturel des institutions européennes, bien entendu réservé aux seuls employés de l'Union européenne. On a affaire à un système de nomenclatura à la soviétique. 5 100 000 euros. Était-il nécessaire de faire ce genre de dépenses somptuaires? De la même façon, au sein des institutions européennes, on se fait des cadeaux. En 2009, 36 860 euros d'achat de cadeaux en foulard, cravate, maroquinerie de luxe chez le sellier italien Nazareno Gabrielli. Ce sont des sources là qui viennent de la Cour des comptes européenne. On a eu également en 2009 pour 40 052 euros d'achat de cadeaux protocolaires chez Svevia Argentieri. Eh bien, à l'hôtel Hilton de Vienne se sont réunis pour un week-end du 15 au 17 octobre 2009 les députés du groupe Parti populaire européen. Le coût de ce week-end a été de 84 000 euros pour le contribuable. À l'hôtel Hilton de Nicosie, à Chypre, se sont réunis les députés du groupe Gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. Ça a coûté 26 000 euros aux contribuables. 15 au 18 novembre 2010, pour un week-end, les députés du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates. 80 900 euros, encore une fois, aux frais du contribuable. Le salaire des commissaires européens. Le salaire des commissaires européens en juin 2011. Le salaire net mensuel est de 17 510 euros. Donc les commissaires européens, vous savez, ce sont les représentants de chaque État, un peu l'équivalent d'un ministre. Salaire net mensuel, 17 510 euros. Une indemnité de résidence égale à 15% du salaire brut, ça fait 2 986 euros. Une indemnité mensuelle supplémentaire de 607 euros. Ça fait 21 103 euros par mois. À quoi il faut ajouter une indemnité d'installation de 2 mois de salaire, donc 35 020 euros. Plus des remboursements de frais de transport, d'emménagement, de déménagement particulièrement généreuses, plus une indemnité de départ d'un mois de salaire de 17 510 euros. Plus des indemnités transitoires à l'issue du mandat de 40 à 65% du salaire versé pendant 3 ans. Vous voyez qu'on vit quand même bien, et c'est ça d'ailleurs qui a fait bondir les Allemands, les Néerlandais, les Britanniques, quand eux, ils savent comment on se sert à la Commission européenne. Ces personnes qui sont les premières à appeler tous les États d'Europe à la rigueur. Par ailleurs, on voyage également confortablement. Le total des frais de mission dépensés en 2009 s'est élevé à plus de 3 900 000 euros pour la Commission. C'est presque un détail par rapport à ce que j'appelle le jackpot des retraites des fonctionnaires européens. En juin 2011, les fonctionnaires européens engrangent des retraites qui sont très élevées, qui atteignent 70% du dernier salaire. Deuxièmement, il me semble qu'il liquide ses pensions, comme on dit, c'est-à-dire qu'il commence à recevoir ses retraites après une durée de travail, une durée de cotisation
tout à fait dérisoire. Donc il suffit à un fonctionnaire européen d'avoir travaillé 15 années et demie pour pouvoir liquider sa pension, bénéficier de la retraite à taux plein, et à 70%. C'est vraiment, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et c'est quand même particulièrement inadmissible. J'ajoute qu'il y a encore plus fort, c'est l'absence de cotisation. C'est-à-dire que non seulement il leur suffit de travailler pendant 15 années et demie, mais en plus ils ne cotisent pas. Le total des subventions versées à la Turquie dans le cadre de la procédure d'adhésion a été de 1,249 milliard d'euros sur la période 2002-2007, de 4,873 milliards d'euros sur la période en cours 2008-2013. Même si les peuples ne sont pas d'accord, eh bien la Turquie va entrer, et donc il y a des aides à la mise à niveau des législations, et donc, comme vous le voyez, sur la période 2002-2013, il y a quand même 6 milliards 122 millions d'euros qui ont été versés par les contribuables à la Turquie. Alors qu'est-ce qu'empochent justement ces députés européens? Tout à l'heure je parlais des commissaires, j'ai parlé des fonctionnaires de la Commission, là ce sont les parlementaires européens. En juin 2011, leur salaire de base est de 6 200,72 € net, c'est-à-dire net de toute charge sociale et d'impôts. Plus des indemnités de frais généraux de 4 299 € par mois, ce qui nous fait passer à 10 499,72 €. Plus un remboursement des frais de transport en avion classe affaires. Alors évidemment, un député européen qui habite à Lille, ou un député européen belge qui habite à Bruxelles, n'a pas beaucoup de frais de mission. En revanche, un député européen chypriote, ou polonais, ou sicilien, ou portugais, ou finlandais, fait des rotations constantes aux frais de la princesse en classe affaires en avion. Plus une indemnité annuelle de voyage de 4 243 € par an, c'est-à-dire 353,58 € par mois, hors réunions officielles. Parce que lorsqu'il y a des réunions officielles, par ailleurs, c'est pris en charge sur une autre ligne budgétaire. Donc c'est une enveloppe particulière pour voyager, notamment pour aller mieux connaître les pays d'Europe. Nous sommes donc à 10 853,30 € par mois, plus une indemnité journalière. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, c'est-à-dire que non seulement les députés sont payés pour être députés, mais on les paye aussi pour qu'ils fassent leur travail. C'est-à-dire qu'on les paye pour qu'ils viennent au Parlement. Parce que s'ils ne viennent pas au Parlement, ils n'ont pas une indemnité qu'ils ont s'ils viennent. Et donc cette indemnité, en juin 2011, était de 304 € par jour de présence au Parlement européen. Un certain nombre d'ailleurs de ces députés en profitent pour venir signer et s'en aller tout de suite. On a vu d'ailleurs ça circule sur Internet. Ça veut donc dire que pour un député qui a 14 jours de présence par mois au Parlement européen, c'est-à-dire moins d'un jour sur deux, presque un jour sur deux, 2 semaines par mois, eh bien ça lui fait quand même 4 256 € par mois d'indemnité supplémentaire. On en arrive donc à 15 109,30 € par mois. Et puis, il faut y ajouter une enveloppe globale pour payer les collaborateurs qui, elle, est de 21 209 € par mois. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Voyage à l'intérieur de l'eurocratie », qui est sorti maintenant il y a environ une quinzaine d'années, cet ouvrage. Et il y a dedans un chapitre qui s'appelle « L'Europe des fraudeurs ». Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un journaliste du journal Le Monde qui s'appelle Jean de la Guérivière. Il a donc parlé de l'Europe des fraudeurs en parlant, dans son texte, de parachutage, de pistons, de réunionnite, d'intoxication consentante, de mesures surréalistes, j'en passe et des meilleurs. Voici par exemple un extrait de cet ouvrage, Le piston. Le mot est de plus en plus chuchoté, surtout dans les nombreux placards de la Commission où la rancœur délie les langues. Il y a des contrats temporaires obtenus uniquement parce que l'heureux bénéficiaire connaît quelqu'un. Les classements bidons au concours pour la titularisation de gens déjà installés grâce à leurs relations, bien sûr que ça se voit. Delors aura été un grand président, mais jamais le copinage n'a marché aussi fort qu'avec lui. Ce n'est pas moi
qui le dit. Le coût total annuel de la construction européenne pour la France, on ne le sait pas. On sait qu'il y a une contribution nette de 7 milliards d'euros. D'autres dépenses budgétaires apparentes, je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est un peu fastidieux, de cofinancement, de sanctions et d'indemnités, ça nous coûte en gros 4 milliards d'euros. Le coût pour l'État de la collecte des recettes fiscales affectées aux dépenses européennes, 150 millions d'euros. À ceci, ça, ce sont des coûts directs. Moi, j'estime au moins à 10 milliards d'euros ce que l'on pourrait récupérer si la France sortait de l'Union européenne. Mais il y a un impact financier. Alors là, c'est la bouteille à l'encre. Combien coûtent ces 260 000 pages de réglementation communautaire et qui augmentent de 100 pages par jour? Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. On sait en tout cas que les Britanniques, les Néerlandais et les Allemands, eux, ont fait des simulations macroéconomiques pour voir combien ça leur coûtait. Ils sont arrivés à des chiffres effarants. Et donc, si on appliquait cette somme au prorata de l'industrie française, on estimerait un coût minimum de 37 à 40 milliards d'euros. Ce qui voudrait dire que, prenez ce chiffre avec toute réserve, parce que c'est un mélange de coûts nets et de coûts indirects, de coûts complets, comme on dit en comptabilité analytique, en fait, ça serait un coût de l'ordre de 60 milliards d'euros par an. C'est en tout cas un vrai sujet que personne n'aborde, c'est le coût de la construction européenne, et est-ce que finalement ça ne serait pas ce boulet que portent tous les États d'Europe et qui explique le fait que l'Union européenne est constamment la lanterne rouge mondiale de la croissance